déclaration faite par le Premier ministre, le nouveau Premier ministre du Sénégal, notre frère bien-aimé, le leader de PASTEF, Ousmane Sonko. Ousmane Sonko a dit des choses très précises sur l'avenir de la présence militaire française et américaine au Sénégal, et des choses très précises également sur la question du franc CFA. C'est important qu'on le réécoute sur ces questions-là, afin que nous notions les évolutions. D'ailleurs, quand il va parler de la présence militaire étrangère, il va s'empresser d'ajouter une petite phrase qui ne m'a pas échappé à moi, en disant que mais les accords de défense ne seront pas dénoncés. S'adressant à M. Mélenchon pour le rassurer, et à travers lui rassurer la France, il dit que le retrait des bases étrangères est vraiment une nécessité pour la souveraineté sénégalaise, mais ça n'entraîne pas que les accords de défense seront dénoncés. Il l'a dit, hein, Ousmane Sonko. On reviendra là-dessus pour comprendre ce que ça veut dire. Mais pour le moment, laissons-le encore parler pendant 7 minutes. Parce que je vous ai dit que les nouveaux dirigeants sénégalais, parce que nous les aimons, méritent une très grande vigilance de notre part. Nous devons les suivre à la trace, pas à pas. Ousmane Sonko a parlé de ces questions. C'est important qu'on écoute in extenso ce qu'on a dit, ce qu'il a dit avant de le commenter. Nous pouvons faire plus et mieux et obtenir plus que mieux. Notre challenge se trouve ici, en Afrique. La question monétaire, qui est une question qui nous semble fondamentale. Parce que, M. Mélenchon, nous avons, comme je l'ai dit, un pays à transformer. Et cette extraordinaire jeunesse que vous voyez attend beaucoup de nous. Et c'est pourquoi le plus difficile, ce n'est pas d'avoir un programme avec des axes que nous ferons ceci dans l'agriculture, ceci dans l'industrie, ceci dans la fourniture des biens et des services de première nécessité. Ce n'est pas ça le plus problématique pour nos pays. Le plus difficile, c'est d'aller chercher les moyens là où ils sont. Et nos moyens sont énormes, mais ils nous échappent. Et nous allons les chercher là où ils sont. Parmi et sous ce chapitre, je voudrais dire que la monnaie, tout autant que l'impôt, est un puissant levier économique et un instrument de souveraineté. Vous avez tantôt parlé de souveraineté. On ne peut pas en passer, imaginer une seconde que la France puisse avoir une monnaie qui ne lui appartienne pas véritablement. D'accord. Aucun État digne de ce nom ne doit sous-traiter sa monnaie. Ok. Et en guise d'exemple, le général de Gaulle, qu'il avait si bien compris qu'à la veille du débarquement de Normandie, lorsque Winston Churchill lui fit part de l'intention des Américains d'imposer à la France, après la libération, une nouvelle administration, une monnaie appelée billet drapeau, le général piqua une colère noire. Vous connaissiez ces colères. Allez, faites la guerre avec votre fausse monnaie, rétorqua-t-il. Ce billet ne circula que peu de temps en Normandie, notamment un seul mois, deux ou trois mois, de juin à août 1944, avant d'être définitivement retiré. Voici ce que nous en disions sur la question monétaire dans notre ouvrage intitulé « Solutions pour un Sénégal nouveau ». Je disais alors que nous optons sans équivoque pour une sortie prudente de ce système exsangue, car les banques centrales ayant perdu toute initiative de change pour maintenir ce taux de réserve compriment nos économies et réduisent l'activité interne par une limitation des émissions monétaires. Ce que nous proposons, c'est de restituer à la monnaie ses fonctions d'écoute et de financement de l'économie par la formulation de l'offre des productions à l'exportation et à la consommation intérieure, l'appui aux politiques industrielles, et j'en passe, et j'en passe. Et c'est pourquoi aujourd'hui, dans notre option de renforcer notre marché financier national
par divers leviers, parmi lesquels des investisseurs étrangers qui acceptent de combler notre déficit d'épargne pour partie en monnaie locale. Imaginez-vous que les pays africains s'endettent en devises étrangères et donc sont exposés aux fluctuations du marché. Aucun pays africain presque ne peut s'endetter en devises locales. Et cela doit cesser parce que nous en subissons les contre-coups. Et ce que nous voulons également, c'est une monnaie flexible, arrimée au moins à 2 devises, à même d'aider à amortir les chocs exogènes et accompagner notre compétitivité à l'exportation. Je ne pourrais pas faire tous les développements sur la question monétaire, mais si j'en parle, c'est que à chaque fois qu'un homme politique africain soulève la question monétaire, il devient le diable incarné. Namo. Nous n'avons pas le droit de parler de notre propre monnaie. Ouais. On n'en débat jamais au Parlement. On refuse d'en débattre dans les plateaux de télévision. Et pourtant, vous pouvez débattre de l'euro sur la tribune de l'Assemblée nationale française. Ouais. Et c'est pourquoi nous en faisons un débat, nous l'imposons. Et je pense que dans le cadre communautaire, en tout cas les derniers développements que nous en avons, nous nous acheminons sûrement vers ces réformes que nous souhaitons tant, qui ne sauraient tarder. L'autre élément, c'est la sécurité. La présence de bases militaires étrangères au Sénégal. Écoutez bien. Écoutez bien. Et là, Mélenchon, il est tout rouge. Il est vraiment tout rouge. Il faudra regarder sa couleur. Militaire suscite des interrogations légitimes. Plus de 60 ans après nos indépendances. Nous devons nous interroger sur les raisons pour lesquelles l'armée française, par exemple, bénéficie toujours de plusieurs bases militaires dans nos pays et sur l'impact de cette présence sur notre souveraineté nationale et notre autonomie stratégique. L'histoire récente, j'aime bien prendre des exemples sur la France elle-même. Ah, c'est ce que je vous ai appris. L'histoire récente de la France est très riche en anecdotes intéressantes sur la problématique et les enjeux de la question sécuritaire. Ouais. Entre 1956 et 1958. Vous êtes historien, je ne le suis pas. Je peux me tromper sur les dates et même sur les faits. Mais entre 1956 et 1958, c'est-à-dire après la Deuxième Guerre mondiale, les Américains eurent le projet d'installer sur le territoire français un stock d'armes nucléaires et de missiles balistiques. Le projet buta sur la double question du commandement et du contrôle des missiles, dont le déploiement était admis par les militaires français comme un bon moyen d'accroissement du pouvoir dissuasif de l'OTAN. L'armée de l'air de la France jugeait alors inacceptable le principe selon lequel les escadrons de missiles balistiques resteraient sous commandement américain. Ces unités devaient impérativement être sous commandement national. Dès son arrivée au pouvoir, le général de Gaulle, encore lui, lors de la réunion de défense du 7 juin 1958, avisa que ces armes devront être obligatoirement sous contrôle français et que la France réclame le droit de donner son avis dans le déclenchement d'une éventuelle guerre nucléaire, toutes conditions jugées excessives par les Américains au point qu'un accord n'ait pu être conclu. Deuxième exemple, en mai 1966, le général de Gaulle engagea la France à se retirer du commandement intégré de l'OTAN, qui disposait alors d'une dizaine de bases militaires en France. Et la conséquence, nous la savons. Et justifia cette décision par la volonté de la France de disposer d'elle-même, volonté qui est incompatible avec une organisation de défense dans laquelle elle est subordonnée. Je réitère ici
la volonté du Sénégal de disposer de lui-même, laquelle volonté est incompatible avec la présence durable de bases militaires étrangères au Sénégal. Recommencez. La volonté du Sénégal de disposer de lui-même, laquelle volonté est incompatible avec la présence durable de bases militaires étrangères au Sénégal. Recommencez. La volonté du Sénégal de disposer de lui-même, laquelle volonté est incompatible avec la présence durable de bases militaires étrangères au Sénégal. Ouais. Ceci ne remet pas en question les accords de défense. Ah bon? Est incompatible avec la présence durable de bases militaires étrangères au Sénégal. Ceci ne remet pas en question les accords de défense. Ah bon? Est incompatible avec la présence durable de bases militaires étrangères au Sénégal. Ceci ne remet pas en question les accords de défense. Hein? Nous entretenons les accords de défense avec beaucoup de pays, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Chine même, je crois, beaucoup de pays. On peut avoir des accords de défense sans que cela ne justifie que le tiers de la région de Dakar soit occupé aujourd'hui par des garnisons étrangères. Le quatrième point, c'est le juste gain sur nos propres ressources naturelles. Nous l'avons dit plus haut, le modèle que nous voulons pour nous repose sur une mobilisation optimale des ressources endogènes. Nous disons merci à tous nos partenaires. Encore une minute. Hein. L'Union européenne est le premier en matière d'aide au développement. 51% de l'aide au développement vient de la zone Union européenne, dont 20% de l'Union elle-même et les 80% de cadre bilatéral. C'est une bonne chose. Mais si vous mettez en parallèle ou en contradiction cette aide par rapport à ce que nous perdons, nous, dans la relation réelle, économique, qui peut se jauger à travers l'exploitation de nos ressources naturelles, à travers les clauses des marchés publics exploités sur le pays, je peux vous assurer que nous perdons 10 fois plus ou 20 fois plus. Eh oui. Très bien. Et chers amis, voici l'extrait que je voulais vous faire écouter des propos précis tenus par le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko à propos de 3 questions. La question du franc CFA, la question de la présence des bases militaires étrangères au Sénégal et la 3e question, la question des échanges économiques entre le Sénégal et l'Union européenne, plus largement entre l'Afrique et l'Occident. Sur la première question, la question du franc CFA, Ousmane Sonko a rappelé les fondamentaux de la démonstration qu'aucun pays africain ne peut se développer avec le franc CFA parce que le franc CFA est une monnaie, qui est bloquée, parité fixe, donc qui ne s'adapte pas aux fluctuations de l'offre et de la demande du marché économique national et international. Et puis de 2, le franc CFA est une monnaie qui n'appartient pas aux Africains, elle est pilotée par la Banque de France qui en est la véritable propriétaire. Donc c'est une monnaie qui consacre la non-souveraineté des Africains. Raison pour laquelle Ousmane Sonko nous dit que le gouvernement PASTEF qu'il dirige a vocation à aller vers une nouvelle monnaie qui, elle sera flexible, elle sera souveraine. Mais, cette nouvelle monnaie-là, sera-t-elle une monnaie nationale, purement sénégalaise, ou sera-t-elle une monnaie communautaire? Dans l'hypothèse où ça sera une monnaie communautaire, prenons donc la CEDEAO, la communauté économique à laquelle appartient le Sénégal, la plus large, c'est la CEDEAO. La question qui se pose immédiatement est,
le président Bassirou Diomaye Faye et le premier ministre Ousmane Sonko sont-ils capables d'amener les autres pays, les autres 11 pays de la CEDEAO, à aller vers une monnaie indépendante, souveraine, une monnaie flexible, une monnaie entièrement pilotée par les Africains? C'est la question qui se pose. Ma réponse est non. Pourquoi? Parce que, justement, la CEDEAO, ces dernières années, avait tenté de mettre en place une telle monnaie, mais elle a été ouvertement sabotée par le néocolonialisme français et son principal suppôt local, avec d'ailleurs l'assistance du Ghana, Alassane Dramane Ouattara. C'est ce qu'on a appelé le projet de la monnaie ECO. Personne ici ne doit ignorer que la CEDEAO s'apprêtait à mettre en place une monnaie flexible, indépendante, souveraine, une monnaie des 15 pays d'alors de la CEDEAO, qui aurait permis à la sous-région ouest africaine de se piloter, justement, dans un environnement beaucoup plus compétitif. Cette monnaie éco, flexible, a été sabotée par la France et elle a été sabotée par son principal lieutenant économique dans la sous-région, Alassane Dramane Ouattara, qui se sont précipités pour créer un éco-bis à parité fixe et qui n'était rien d'autre qu'une photocopie de la monnaie néocoloniale du franc CFA. Donc, je me permets ici de me demander à très haute voix si le président Ousmane Sonko de PASTEF, le président de la République Bassirou Diomaye Faye ne se surestime pas face au vieux cacique de la France-Afrique et Alassane Dramane Ouattara. Quels arguments vont-ils amener à un Alassane Dramane Ouattara qui a donné tellement de conférences et de déclarations publiques d'amour au franc CFA, qui a mené le sabotage de l'éco? Qu'est-ce que Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko peuvent dire à Alassane Ouattara pour l'amener à renoncer à son allégeance absolue à la domination financière française sur l'Afrique francophone? Sur ce premier sujet, j'ai le sentiment que les nouveaux dirigeants sénégalais risquent de perdre beaucoup de temps au peuple sénégalais pour rien. Car, je crois qu'on peut écrire ceci, Alassane Dramane Ouattara jamais n'acceptera de participer à l'émancipation monétaire de l'Afrique de l'Ouest. Je dis bien jamais. Donc, tant qu'Alassane Dramane Ouattara est à la tête de la Côte d'Ivoire, et que c'est avec lui qu'ils doivent négocier, comme ils ont donc commencé, le résultat sera systématiquement nul. Parce qu'Alassane Ouattara est un poids inertiel. C'est une force d'inertie et de retard. C'est un agent de régression économique pour la sous-région. D'ailleurs, je vous rappelle qu'il vient de positionner la Côte d'Ivoire parmi les États les plus endettés auprès du Fonds monétaire international. Il y a 10 États qui sont les plus endettés auprès du Fonds monétaire international. La Côte d'Ivoire est le 10e sous Ouattara. Donc c'est quelqu'un qui est un habitué de l'entretien de l'Afrique dans la dépendance. Car en fait, les milliards de dollars, maintenant, c'est une dette de 2 milliards de dollars que la Côte d'Ivoire a auprès du FMI. Ces milliards de dollars, c'est de l'argent vide qui est fabriqué par les banques centrales occidentales et qui est crédité par les matières premières africaines. Quand Ousmane Sonko dit que les Africains s'endettent à monnaie étrangère, mais c'est parce qu'on passe le temps à prendre les dettes du FMI et de la Banque mondiale. Quand vous prenez des dettes en dollars, vous allez rembourser avec quoi, puisque vous n'avez pas de dollars? Vous allez rembourser avec vos matières premières. Et qui va identifier la quantité de matières premières que vous devez donner en équivalent des dollars qu'on a purement écrits dans des ordinateurs pour vous donner? Qui identifie cela? Mais ce sont les mêmes qui ont fabriqué avec leur planche à billets du dollar vide. Ce sont les mêmes qui disent la quantité de vos matières premières qu'il faut donner en échange de leurs dollars. Et même quand ils vous font une ardoise de monnaie numérique, et que vous alliez sur le marché américain, le marché occidental, pour faire vos courses, ils sont encore là pour poser des conditionnalités. Ils vous interdisent d'acheter des armes, ils vous interdisent d'acheter de la haute technologie, ils vous interdisent de créer de l'autonomie dans votre pays, ils vous interdisent de transformer vos matières premières sur place. Ils vous obligent à tout privatiser et ils font gagner les crédits qu'ils vous accordent à leur propre multinationale chez vous. De telle façon que, en Afrique, plus de 80% du PIB des pays d'Afrique francophone est produit par des multinationales étrangères. Donc, 80% des profits sont rapatriés à l'étranger chaque année. D'autant, ce qui fait que le PIB est un indice économique faux. Il ne reflète pas du tout la richesse réelle par habitant des nationaux africains. Donc, sur ce premier sujet, j'invite les dirigeants sénégalais à ne pas perdre le temps au peuple sénégalais.
Ils savent très bien que Ouattara ne va pas changer. Mais comme ils croient peut-être avoir une baguette magique pour transformer un morceau de bois mort en crocodile, observons-les. Le projet de monnaie indépendante, flexible de la CEDEAO ne verra jamais le jour. Tant que des dirigeants néocolonisés à la botte de Paris et de Washington seront à la tête de la CEDEAO, jamais ce projet ne verra le jour. Écrivez ça. Je passe maintenant au deuxième sujet évoqué par le président de PASTEF, le Premier ministre Ousmane Sonko, à savoir la question sécuritaire. C'est très intéressant la méthode qu'il emploie. Et je crois savoir que cette méthode lui a été inspirée par exemple, notre démarche, même s'il ne le dit pas, puisqu'il nous a présenté comme étant les activistes radicaux. Mais qui a vulgarisé la méthode de la démonstration par le piment mangé dans la bouche de l'adversaire? Si ce ne sont pas vos serviteurs. Moi, quand je veux démontrer l'implication des grandes puissances occidentales dans la domination en Afrique, je cherche les preuves chez elles. J'espère que vous avez remarqué que c'est la méthode. Même quand le Premier ministre Ousmane Sonko a cité Jacques Chirac en disant que on pourrait penser que c'est l'un des activistes africains les plus radicaux qui est en train de le dire. J'espère que vous savez bien que c'est de moi qu'il parlait. Il n'a pas eu le courage de me citer. Il faut avoir le courage de citer les contemporains. Il faut rendre hommage aux gens quand ils sont là. Il n'y a rien dans jalousie. Qui a fait l'usage le plus récurrent, le plus pédagogique possible de l'aveu de Chirac depuis 5 ans dans les réseaux sociaux africains? Qui vous a fait manger cette phrase de Chirac à toutes les sauces? Et il faut le citer, il faut dire, cette phrase souvent utilisée par le professeur Franklin Nyamsi, ou à Cameroun, ou à Sénégal, ou à Africa, n'est pas de lui, elle est de Chirac. Donc voilà le Premier ministre Ousmane Sonko qui plonge dans l'histoire de France. Il prend les actes de De Gaulle et il oppose les actes de De Gaulle, il les oppose, eh bien, à Mélenchon, il les oppose à l'élite politique française. Et il dit, mais De Gaulle n'a pas accepté que la France soit une colonie militaire américaine. Donc, le Sénégal n'acceptera pas d'être une colonie militaire française. De Gaulle n'a pas accepté que la monnaie américaine s'impose en France. Donc, le Sénégal n'acceptera pas que la monnaie américaine s'impose chez lui. Donc, Sonko montre que De Gaulle était souverainiste et se présente, lui et son ami et président Diomaye Faye, comme étant les De Gaulle du Sénégal. Ce qui met très mal à l'aise Jean-Luc Mélenchon. Et vous allez voir que quand Ousmane Sonko procède à cette démonstration, c'était la méthode du piment mangé dans la bouche de l'adversaire, Mélenchon ne tient plus dans sa place. Je vous invite à vérifier le nombre de fois que Mélenchon a bougé dans son fauteuil. Cette démonstration-là, on donnait à Mélenchon la bougeotte. C'est-à-dire que tous les vieux réflexes par lesquels il a pris l'habitude de ne pas accepter que les Africains lui disent ses vérités en face, ces vieux réflexes ressortaient pendant que le public applaudissait. Pourtant, Mélenchon est supposé représenter la gauche anticolonialiste, la gauche anti-impérialiste française. Mais même lui, il est mal à l'aise. Parce que pendant plus de 30 ans, il était de ceux qui servaient cette bouillabaisse à l'opinion française et africaine, selon laquelle il fallait tranquillement rester sous la garde des troupes françaises, sous la garde du franc CFA. Il fallait rester sous l'aile de la France aux Nations Unies. Les choses s'arrangeraient. Il fallait faire francophonie ensemble. Globalement, les choses s'arrangeraient. Mélenchon était dans cette bouillabaisse-là. Il l'a servi pendant des décennies. Et a eu beaucoup de peine à rencontrer des Africains qui lui disaient frontalement « ça doit cesser ». Des amis m'ont rappelé après mon émission d'hier l'attitude de Mélenchon quand le Mali a demandé à l'armée française de quitter son sol. Il faudrait retrouver les déclarations de Mélenchon. Quand les autorités maliennes ont demandé à l'armée française de quitter leur sol, allez retrouver ce que Mélenchon a dit à l'Assemblée nationale. Il a pesté contre le Mali. Mélenchon, là que vous voyez, il a menacé le Mali. Quand le Mali a expulsé l'ambassadeur français à Bamako, mais Mélenchon a dit tout le mal qu'il pensait du Mali, ayant même oublié que l'ambassadeur malien en France avait été expulsé et qu'on ne l'avait pas vu, lui, Mélenchon, pour dire tout le mal qu'il pensait de la diplomatie française. Donc, sur le sujet de la présence militaire, ce qui est intéressant avec Ousmane Sonko, c'est qu'il a utilisé les arguments de De Gaulle contre l'élite politique française. Il a été imparable. Et c'est la bonne méthode.
bien connaître l'histoire, notamment l'histoire de vos interlocuteurs, est une excellente condition pour leur démontrer qu'ils ont tort quand ils ont tort ou qu'ils disent vrai quand ils disent vrai. Mais moi, j'ai été, sur ce deuxième point, particulièrement touché par une précision apportée par Ousmane Sonko, quand il a dit que la présence des bases militaires étrangères, donc ça concerne l'armée française et l'armée américaine, est incompatible avec la souveraineté sénégalaise. Il aurait pu s'arrêter là, mais il a ajouté, mais ça ne veut pas dire que ça va mettre fin aux accords de défense. Alors là, il y a un petit problème. Pourquoi Ousmane Sonko ressent-il le besoin de dire que ça ne va pas mettre fin aux accords de défense, alors que c'est dans le cadre des accords de défense, justement, que l'armée française est installée au Sénégal? Pourquoi est-ce qu'il ressent le besoin de dire ça? Pourquoi veut-il rassurer en disant cela? Pourquoi introduit-il cette ambiguïté? Mais tous les autres pays, précisément le Mali, le Burkina, le Niger, ils ont mis fin aux accords de défense et de coopération qui permettaient justement la présence de l'armée française sur leur sol. Mais comment vous allez pouvoir demander à l'armée française de se retirer dans votre sol sans remettre en cause les accords de coopération et de défense franco-sénégalais? Ousmane Sonko, là encore, il pêche en eau trouble. Et c'est ce que nous leur disons d'arrêter. Le président Diomaye et lui. Arrêtez de se moquer de nos intelligences. Frère Sonko, frère Diomaye, parlez clair. Pour que l'armée française se retire du Sénégal, vous devez dénoncer les accords de coopération et de défense qui existent. Vous devez les dénoncer. Et s'il faut en écrire d'autres. Là, on parle de révision. Là, on parle de révision. Mais vous ne pouvez pas maintenir les accords de défense et de coopération qui existent et nous dire que vous allez faire partie de l'armée française. Ce n'est pas possible. Il faut la remise en cause de ces accords, leur remise à plat, leur renégociation, leur révision. En effet, le Sénégal peut avoir des accords de défense avec la Chine. Je ne sais pas pourquoi il cite uniquement la Chine, mais il devait dire la Russie. Il faut citer l'Iran, il faut citer le Venezuela, il faut citer Cuba. Tout comme avec la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, oui. Mais aucun accord de défense ne doit systématiquement supposer l'occupation militaire par des bases étrangères. C'est vrai. Mais le fait d'introduire cette nuance me rappelle encore ce que nous reprochons depuis quelques semaines au duo Diomaye-Sonko. C'est de vouloir faire en même temps. Cela même pourquoi Ousmane Sonko a utilement critiqué le 2 poids 2 mesures de l'Occident. On retrouve toujours ça dans son discours. On retrouve ça dans leur discours, lui et Diomaye. Ils essayent toujours à la fois de faire plaisir à l'adversaire et de se faire plaisir. De faire plaisir au bloc panafricaniste et de faire plaisir au bloc impérialiste. C'est impossible. On ne peut pas faire plaisir à deux adversaires sur le même sujet. Impossible. Vous êtes des panafricanistes de gauche, c'est-à-dire que vous êtes pour la libération totale de l'Afrique. D'ailleurs, un panafricaniste de gauche qui utilise un concept comme les activistes radicaux pour désigner des panafricanistes de gauche. C'est un panafricaniste de gauche qui fait de la division à l'intérieur du panafricanisme de gauche. Qu'est-ce que c'est que cette expression, ce concept qu'il a créé, les activistes radicaux? Quel est l'activiste africain connu par le Premier ministre Sonko qui a demandé que l'Afrique aille dominer la France? Qui a demandé que l'Afrique aille installer une armée aux États-Unis? Qui a demandé que l'Afrique aille installer une armée en Asie? Ou que l'Afrique installe une marine de guerre dans la mer Méditerranée ou bien sur le golfe du Lion en France? Quel est ce panafricaniste qui a dit ça? Tous les panafricanistes que je connais, revendiquent simplement l'émancipation, la dignité, la souveraineté de l'Afrique. Ils revendiquent l'Afrique aux Africains. Comment un Premier ministre à la tête d'un parti panafricaniste de gauche comme PASTEF peut utiliser l'expression activiste africain radical, si ce n'est pas une façon de vendre ses frères à la vindicte de l'ennemi? Et vous n'aimez pas qu'on critique les propos de nos nouveaux dirigeants sénégalais. Comment voulez-vous qu'on les aide si on ne leur montre pas qu'on voit ce qu'ils font? Je pose cette question. Demandez au Premier ministre Ousmane Sonko qui est-ce qu'il appelle les activistes radicaux. Alors que lui, on l'a présenté comme étant un terroriste.
Lui, Ousmane Sonko, quand il était dans l'opposition au Sénégal, on a dit qu'il était terroriste. On a dit qu'il était associé au groupe terroriste, qu'il était un fondamentaliste islamique. On a dit que c'était un révolutionnaire sanglant, qu'il allait brûler. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Moi, j'ai les coupures de presse de la presse occidentale. Bon, devenu Premier ministre, lui aussi se lève, il est devant Mélenchon. Ah, la phrase que je viens de vous citer n'est pas celle d'un des activistes africains les plus radicaux. Qui est radical? Qui voulait vous présenter comme radical à Mélenchon? Maintenant, on se connaît tous, Ousmane. Donc, arrêtez, pour exister, de tenir un langage qui consiste à vendre vos frères à la vindicte de l'ennemi. Arrêtez ça. Arrêtez le foculisme, l'hypocrisie. Les petites phrases, arrêtez. Vous ne pouvez pas dire que l'armée française doit partir du Sénégal sans que les accords de défense et de coopération franco-sénégalais soient remis à plat. Ousmane Sonko, je vous le dis, intellectuellement, ça ne se tient pas debout. Vous ne pouvez pas le dire. Pour que l'armée française doive se retirer, il faut que le gouvernement sénégalais fasse une déclaration disant qu'il décide à partir d'aujourd'hui de considérer comme caducs les anciens accords de défense et de coopération et propose justement une nouvelle formule à son partenaire français, à son partenaire américain. Ça s'appelle une rupture d'accord ou une révision d'accord. Bon, tout cela est prévu dans les textes des accords. Comment est-ce qu'ils peuvent être rompus et comment ils peuvent être révisés. Et puis, dans cette affaire, notre frère Ousmane Sonko est désormais le Premier ministre. Donc, il ne doit plus faire partie de ceux qui commentent l'actualité pour la commenter. Il a la responsabilité de décider et il est le chef du gouvernement. Donc, il est la deuxième personnalité de l'exécutif sénégalais. Non, nous, on n'attend plus de lui des discours devant Mélenchon. On attend de lui un courrier. En tant que chef du gouvernement, si le président le lui autorise, un courrier aux autorités françaises pour leur demander, pour leur dire que le Sénégal a décidé de revoir les accords de coopération militaire et de défense. C'est ce qu'on attend d'Ousmane Sonko. On n'attend pas de lui beaucoup de conférences sur le sujet. Il a déjà beaucoup parlé de ses bases militaires avant. Il a déjà beaucoup parlé du franc CFA avant. Maintenant, il est Premier ministre. Il faut faire. Ibrahim Traoré ne nous a pas perdu le temps. Ibrahim Traoré à la tête du Burkina Faso n'a pas duré dans mauvais rêves. Abdourahmane Tiani, vous avez vu en combien de temps il obtient le départ des Américains? En moins d'1 an. Il obtient le départ des Américains. C'est ça qu'on veut au Sénégal. Le temps des discours. Pour ceux qui ont le pouvoir, le temps des discours est passé. Place à l'action. Et le discours doit porter sur l'action menée. Donc, le Premier ministre Ousmane Sonko est maintenant au pouvoir. Nous, qu'il présente comme étant les activistes radicaux, nous sommes dans l'opinion, dans la société civile. Nous, on peut continuer à commenter l'action. Nous en avons le loisir. Nous ne sommes pas au pouvoir. Nous sommes dans l'opposition ivoirienne, dans l'opposition camerounaise, nous sommes dans l'opposition aux dictatures africaines. Mais nous ne sommes pas aux affaires. Vous, vous êtes aux affaires. Arrêtez de faire comme nous. Décidez. Et si vous décidez, mon frère Ousmane, président Bassirou, nous allons vous soutenir. Pas parce que nous sommes particulièrement contents de votre démarrage, mais parce que c'est dans l'intérêt de l'Afrique que vous aurez décidé. Nous devons faire la part des choses entre nos petites récriminations et les intérêts de notre continent. Wallahi billahi talahi. Ousmane Sonko, j'attends la signature du décret. Je vais donner 1 semaine d'émission pour vous soutenir quand vous aurez notifié la fin des accords de coopération et de défense ancienne génération et exiger leur révision et faire obtenir, comme le Niger vient de le faire, le délai de départ des bases militaires étrangères, françaises et américaines sur votre sol. C'est là-dessus que je vous attends. Dès que vous faites ça, je suis votre homme, je vous soutiens. Vous faites une phrase, moi je fais une conférence sur la phrase. Pour la faire passer le plus largement possible dans l'opinion. Mais ne comptez pas sur nous autres, que vous avez présentés comme les activistes radicaux. Ne comptez pas sur nous pour vous faire des cadeaux. Quand vous parlez, un double langage. On n'est pas dedans. Moi, je ne suis pas dedans. Quand vous direz des choses qui ne sont pas claires, je les critiquerai. Dites ça
à tous mes frères et sœurs dans tout le Sénégal, du nord au sud en passant par l'ouest, je critiquerai tout ce que je ne trouve pas clair. C'est ma fonction. C'est ma fonction. Et ça, je tenais à ce que ce soit clair. Donc voilà, un petit retour sur ces questions. Enfin, le dernier point que le Premier ministre Sonko a abordé, c'est la question des échanges économiques. Mais il faut que vous sachiez que le crédit occidental est essentiellement une mainmise sur nos matières premières. Quand le FMI, la Banque mondiale, l'Union européenne et les pays occidentaux prêtent de l'argent aux pays africains, c'est toujours dans leur monnaie qu'ils prêtent de l'argent. C'est-à-dire qu'ils créent de la monnaie. Ils créent de la monnaie en euros, ils créent de la monnaie en dollars. Mais qu'est-ce qu'ils donnent à cette monnaie créée par des écritures de la Banque centrale européenne, de la Banque centrale française, de la Banque centrale américaine? Qu'est-ce qui donne de la crédibilité à ces écritures de millions de dollars, de millions d'euros? Mais la seule chose qui donne de la crédibilité à tout ceci, ce sont les ressources naturelles des pays qui prennent des crédits auprès du FMI et de la Banque mondiale. Quand un pays comme le Sénégal s'endette auprès de la Banque mondiale, alors qu'il ne possède pas des dollars pour rembourser, mais la Banque mondiale lui dit, c'est pas grave, tu vas nous donner simplement 3 années de la zone de pêche la plus fructueuse du large du Sénégal. Ça va nous rembourser. Nous allons être prioritaires, nos opérateurs vont être prioritaires sur cette zone de pêche. Et ils disent, non, 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 ne vous dérangez pas, on va simplement ramasser 300 tonnes de lithium dans la région de Makunda. Donc voilà des gens qui sont assis dans leur bureau à New York, à Washington, à Paris. Ils créent de la monnaie sur leurs ordinateurs et nous on ramasse des richesses réelles, on leur donne en échange de leur monnaie vide. Et quand ils nous font des petites lignes financières, des ouvertures de découvert sur leur compte bancaire, et que nous venions dans leur économie, ils nous imposent ce qu'on a le droit d'acheter. Le Sénégal va aux États-Unis. Oui, vendez-nous des hélicoptères Apache. Vendez-nous des chars de guerre Abrams, dernière génération. On a besoin de 50. Les Américains disent non. Mais les Sénégalais disent pourquoi? Ils disent non, ce sont des armes très létales. Nous, on ne peut pas vous vendre des armes létales parce que vous êtes un pays à gros risque. Mais écoutez, ce sont nos dollars. Vous nous avez prêté de l'argent. Vous nous avez prêté 300, 400 millions de dollars. Nous, on va utiliser ces dollars pour doter l'armée sénégalaise en chars dernière génération. Et on veut former les mécaniciens de l'armée à la réparation de ces chars. Et on veut même installer une filière qui va reproduire ces chars au Sénégal. C'est ça qu'on veut faire avec les 400 millions. Vous dites non. Il faut que vous sachiez que 400 millions de dollars prêtés aux Africains n'ont pas la même valeur que 400 millions de dollars prêtés à un Américain. Un Américain aux États-Unis peut faire avec 400 millions de dollars qui lui sont prêtés par une banque ce qu'un Africain, un pays africain n'a pas le droit de faire aux États-Unis. Il peut, par exemple, l'Américain, créer une société de production d'armes. Mais si un État africain dit aux États-Unis, nous vous empruntons 400 millions de dollars pour construire une société de fabrication d'armes chez nous, les États-Unis s'y opposent. L'Union européenne s'y oppose. Pourquoi? Parce que si l'Afrique avait de l'autonomie en termes d'industrie d'armement, elle n'achèterait plus les armes systématiquement. Aux États-Unis, en Russie, en Chine, en Europe, l'Afrique les produirait elle-même. Et ce serait ainsi un rapatriement de main-d'œuvre, de valeur ajoutée, puisque l'Afrique a en plus la matière première avec laquelle on produit toutes les armes. Ce serait donc l'Afrique qui deviendrait pourvoyeuse du marché international. Il faut que vous sachiez que quand nos dirigeants prennent ces crédits, ils n'ont même pas l'autorisation de dépenser ces crédits sur les lignes essentielles de développement de leur pays. Ça leur est interdit. Quelqu'un te prête de l'argent. Tu veux tourner le dos pour aller faire de cet argent ce que tu veux. La personne marche derrière toi pour dire non, tu n'achètes pas ce blouson-là. Non, tu n'achètes pas ce chapeau-là. Non, 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 achète plutôt des lacets. Va plutôt acheter du savon. Voilà ce qu'ils font. Et ils appellent ça les conditionnalités. Les conditionnalités. C'est quoi les conditionnalités? C'est l'obligation que le FMI et la Banque mondiale font aux pays qu'ils ont classés pauvres et très endettés de mal dépenser leur argent. De ne jamais dépenser leur argent dans une direction qui les conduise vers l'autonomie économique, politique, géostratégique, diplomatique. Non. Dépenser toujours cet argent dans une direction qui les entretienne dans la dépendance. Voilà pourquoi il n'y a aucun pays africain qui a été développé par le FMI ou la Banque mondiale.
L'aide française au développement, depuis plus de 60 ans, n'a jamais permis à un pays africain d'être développé. En Afrique francophone. Parce que c'est fait pour les maintenir en situation de mendicité. Voilà les choses que je voulais absolument vous dire cet après-midi. Ça fait maintenant